Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Danielle Landry. Bonjour Danielle. Bonjour Hélène. Ça va bien? Ça va certainement bien. Merci. Yes, super. Alors Danielle, on s'est rencontrés grâce au Réseau des femmes en environnement. Moi, je te connaissais avant parce qu'il y a quelque temps, j'avais fait des recherches sur le programme Centras. Et dans mes recherches Google, De Ville en forêt était sorti dans les premières choses. Alors, puis c'est ça, puis ça fait pas si longtemps que ça, par contre, que je m'intéresse au programme Centras. Je connais ça depuis plusieurs années, mais juste connaissance. Je ne m'étais pas vraiment attardée à ce que c'était. Okay. Et puis, il y a quelques temps, j'ai commencé à m'y intéresser et la vie étant ce qu'elle est, je t'ai rencontrée pas longtemps après. Alors, Danielle, j'aimerais ça que tu nous expliques, bon, mais c'est qui Danielle Landry? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi De Ville en forêt? Puis, qu'est-ce qui t'a amené à créer ça? Merci. Merci en tout cas, Hélène, déjà pour cette invitation. C'est une belle occasion. Puis, contente aussi de voir que nos intérêts sont convergents. Formidable. Alors, bon, écoute, si je commence par me présenter, j'ai un parcours plutôt en éducation, en innovation. Donc, je me suis beaucoup intéressée à voir par l'éducation comment on pouvait en fait appuyer les citoyens dans la création d'innovation. Ça a toujours été mon truc. Et comme je m'intéressais particulièrement aux enjeux de justice sociale, ben, l'innovation devait viser à apporter des solutions à des problèmes d'innovation. Alors, ça a comme caractérisé mon parcours, sans mettre trop de détails. Puis, à un moment donné, aux alentours de 50 quelques années, j'ai commencé vraiment à essayer de voir comment ce que j'avais appris de ce travail-là pouvait se transférer au milieu environnemental parce que je me souciais beaucoup de pouvoir engager les citoyens et m'engager moi-même d'ailleurs davantage face aux enjeux environnementaux. Fait que j'ai comme cherché longtemps quelle pouvait être ma manière à moi de faire ça. Et puis, ce n'était pas tout à fait une évidence d'abord parce qu'enjeux environnementaux, tu prends ça par quel bout cette affaire-là, c'est gros. Oui. Est-ce que les organisations qui étaient existantes étaient des organisations par lesquelles je pouvais générer ce genre de travail-là? Je n'y ai pas trouvé en tout cas l'ouverture que j'aurais souhaité ou je n'ai pas vu ces possibilités. Alors, c'est devenu évident qu'il fallait que je crée quelque chose par moi-même. Et comme j'avais moi aussi rencontré le programme Centras au gré de ma fréquentation des milieux de plein air, puis on pourra revenir peut-être là-dessus tantôt, ben, je me suis dit, mais attends, il y a ça, il y a ce programme-là, il y a quelque chose à faire avec ça. Ça donne une prise sur le réel dans le quotidien des gens qui vont en nature, que ce soit parce qu'ils se promènent au parc ou parce qu'ils font une grosse expédition ou parce qu'ils font du patinage, je ne sais trop. Donc, il y avait une possibilité de donner des moyens aux gens d'agir, de faire plus et surtout de comprendre ces milieux naturels-là et de voir comment notre interaction pouvait être bénéfique pour le milieu, mais que si on ne savait pas comment la rendre bénéfique, on risquait de causer des impacts sur le milieu naturel puis de contribuer à sa dégradation. Puis comme on est beaucoup allé en milieu naturel, ben, c'était sûr qu'on avait, en tout cas, moi, j'étais plus intéressée par voir comment on pouvait avoir un impact plutôt bénéfique que le contraire. Fait que c'est au gré de ça, en cherchant, en fait, puis en me disant, ben, je connais ce programme-là, je l'ai appliqué dans ma vie, ben, peut-être que je pourrais m'en servir pour justement faire le travail que je souhaitais faire. Donc, j'ai quitté une organisation où je travaillais justement sur les questions d'éducation, innovation et tout, alentour de droits humains, pour fonder De Ville en forêt, en me disant, ben, ce sera mon véhicule à moi pour pouvoir faire le travail que je souhaite faire. Fait que, tu sais, le programme Centras, c'est en général au Québec, les gens vont connaître un petit peu les 7 principes Centras, un peu. Généralement, la réaction que je vais avoir, c'est que les gens disent, oui, je connais les 7 principes, je ramasse mes déchets. Ça se limite à peu près à ça. Ça, c'est... Je ne sais pas combien ça représente de gens dans la population, mais c'est beaucoup de monde.
Fait que ça ne m'intéressait pas, de limiter ce programme-là à que cette petite notion-là. Et là, je suis retournée aux sources, en fait. Et comme j'avais des contacts avec des gens qui étaient des éducateurs et éducatrices centraces aux États-Unis, je suis remontée vraiment aux sources premières pour découvrir tout le travail qui était fait, toute la recherche scientifique sur laquelle s'appuyait ce programme-là. Il y a une organisation qui s'appelle le Leave No Trace, sans surprise, aux États-Unis, à Boulder, Colorado, et justement qui existe depuis beaucoup d'années, et donc plusieurs décennies, et qui a développé tout un savoir scientifique et un savoir qui leur vient des pratiques de gestion, des gestionnaires sur les milieux naturels et des gens qui font de l'éducation au plein air. Fait que tout ça mis ensemble, moi, je suis tombée là-dedans, là, je me suis vraiment régalée. Puis comme peut-être, je suis ben, pas peut-être, assurément que j'ai plutôt une façon d'apprendre qui est plutôt par l'autodidaxie. Ben, c'était formidable d'être là-dedans puis d'essayer de sortir ce que je pouvais pour développer en fait une offre de service ici pour la formation au programme Centras, mais aussi pour accompagner les grandes organisations, donc les municipalités, les fédérations plein air, ça c'était mon objectif, les organisateurs d'événements, etc., des grands gestionnaires de territoire aussi. Donc, les accompagner pour implanter le programme dans toutes ses dimensions. Puis là, ben, si ça t'intéresse, on parlera de ces dimensions, mais disons que pour l'instant, disons que ce que cherche à faire le programme Centras, c'est faire de l'éducation des publics à une fréquentation responsable des aires naturelles, que ce soit en milieu urbain ou de l'arrière-pays, si on résume ça vite comme ça. Et, bon, clairement, De Ville en forêt parle du programme Centras, mais c'est quoi exactement De Ville en forêt? Ah, OK. C'est une bonne question. C'est moi. C'est une travailleuse autonome qui se dote d'une structure, en fait, une petite entreprise individuelle. C'est tout simple comme structure. Et puis qui, avec cette structure-là, va aller chercher des mandats à gauche et à droite pour lui permettre de rendre son expertise utile à d'autres. Mais avant tout, il fallait pouvoir développer l'expertise, comme je disais tout à l'heure, utiliser le programme, mais développer cette expertise-là, comment on rend le service utile. Fait que je dirais aussi que De Ville en forêt, c'est l'infrastructure que je me suis donnée pour pouvoir injecter des fonds qui sont personnels, qui viennent d'un héritage de mon père. J'ai mis beaucoup d'argent personnel et je mets les bénéfices des revenus que je fais, que je réinvestis, donc pour créer, faire de la recherche la recherche et le développement finalement pour développer l'expertise et créer des ressources aussi pour le grand public. Fait que je mets beaucoup, beaucoup de ressources personnelles. Fait que c'est comme ma structure qui supporte cet investissement-là, si je peux dire, pour faire la recherche et le développement, puis après, pour livrer des mandats à travers le Québec. Les ressources, justement, qui sont disponibles pour le grand public, bon, je sais qu'il y a un e-book qu'on peut trouver. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, moi, c'est par le e-book que j'ai découvert. Ah, OK. Moi, je l'appelle l'aide-mémoire. L'aide-mémoire sur les 7 principes centrales. Oui. Donc, moi, c'est avec ça que je t'ai découvert, mais il y a aussi des formations puis d'accompagnement. Oui. Bien, en fait, sur le site web de Ville en forêt, j'ai eu la chance, parce que je suis partenaire de l'organisme de Leave No Trace aux États-Unis et partenaire également de l'organisme Centras Canada, donc je paie des frais à chaque année, qui me permettent d'utiliser le matériel, donc le matériel éducatif qui est existant, et de pouvoir le mettre à ma sauce. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte aux partenaires. En plus, je suis fournisseur autorisé pour le programme Centras. Donc, encore là, ça me donne accès à beaucoup des ressources internes qui ne sont pas nécessairement accessibles au public, puis je peux m'en servir pour les mettre aussi au service de la mission que j'ai. Alors, sur mon site, les gens peuvent avoir accès aux 7 principes Centras qui sont présentés, l'aide-mémoire dont tu parles, qu'ils peuvent utiliser pour après communiquer à d'autres ce genre d'informations-là. Après, j'ai aussi intégré des adaptations des 7 principes Centras parce que les 7 principes Centras, c'est standard, grosso modo, pour beaucoup de situations. Mais
en fait, les gens qui font, par exemple, du plein air en hiver ont besoin de balises plus précises, puis ont besoin de comprendre des choses différentes que les gens qui font du plein air dans d'autres contextes. Donc, il y a une adaptation pour les événements en plein air, il y a une adaptation pour les milieux de travail, donc les gens qui sont gestionnaires, par exemple, de sentiers, qui vont avoir des équipes bénévoles qui vont faire de l'entretien de sentier, ben, il y a une adaptation des 7 principes pour eux. Fait que ça, c'est comme tout disponible gratuitement. Fait que les gens, ils peuvent s'amuser à découvrir ça sur mon site web. Deuxièmement, tu as parlé des formations, je te remercie. Dans le programme officiel du programme Centras, il y a 3 niveaux de formation. Et donc, moi, j'offre les 3 niveaux de formation. Le premier niveau, par exemple, une gang, 3-4 familles qui se mettraient ensemble pourraient se commander un atelier, par exemple. Un club de plein air pourrait se commander aussi un atelier de quelques heures à une journée. Mais quelqu'un qui travaillerait dans le milieu voudrait plutôt aller au niveau 2, qui est le niveau instructeur-instructrice. Des enseignants qui font de l'éducation en plein air. Bon, etc., etc. Un animateur scout, n'importe quelle catégorie de personnes qui intervient en milieu de plein air ou qui a une pratique. Une grande aventurière qui voudrait aller je ne sais trop où, pourrait vouloir se former et prendre les 2 jours de formation, par exemple, où on aborde les fondements scientifiques, fondements éthiques des 7 principes centrales, l'art de la pédagogie en plein air pour les transmettre, etc., etc. Donc, le 2 jours serait plus adapté. Après, il y a un 5 jours, mais ici au Québec, on doit développer des partenariats pour être capable de l'offrir parce que c'est extrêmement coûteux. Puis, pour l'instant, on va travailler le niveau 2 jours. Fait que ça, c'est offert. J'en offre tout le temps de ça. Fait que ça, c'est pour le grand, si je peux dire pour le grand public. Après, il y a des ressources professionnelles pour les milieux professionnels. Donc, ça, je pense que les gens peuvent les découvrir, mais pour l'instant, on n'en parlera pas. Parfait. Mais justement, tu parles des 7 principes sans trace. Quels sont-ils, ces 7 principes-là? Oui, ils ne parlent pas juste des déchets, on l'a dit tantôt. D'abord, peut-être on pourrait revenir sur les bases scientifiques, c'est-à-dire que les 7 principes centrales ont été développés suite à beaucoup de recherches qui ont été faites qui permettaient de comprendre l'interaction des humains avec les composantes du milieu naturel. Donc, composantes faciles, faune, flore, ressources en eau, sol, par exemple, mais les autres dimensions aussi, comme le patrimoine, les paysages et les personnes. Les personnes qui sont dans cet environnement-là font partie des milieux naturels ou de l'écologie des milieux naturels. Donc, l'idée, c'était, une fois qu'on a compris ces interactions-là, d'avoir des balises qui allaient permettre de donner vraiment une explication sur pourquoi il faut réduire ou prévenir ce genre d'impact-là et comment le faire. C'est à peu près ça que font les 7 principes centrales. Fait qu'ils vont s'intéresser donc au premier principe, va s'intéresser à tout ce qui est préparatif et donc de réduire tous les potentiels de créer des impacts une fois sur le milieu. Alors, ça peut concerner les aspects plus de la sécurité, de l'orientation sur le terrain, là, notre bien-être, notre protection personnelle, mais aussi tous les aspects qui concernent tout l'équipement, la possibilité aussi de bien préparer notre équipement, par exemple, le ravitaillement, l'approvisionnement en eau pour éviter de créer justement des matières résiduelles une fois qu'on est en milieu naturel. Donc, alors ça, c'est pour le principe numéro 1. Le principe de 2 à 7, après, ils vont aborder tous les aspects dont je parlais tantôt, en fait, toutes les dimensions sur lesquelles on risque d'avoir des impacts. Alors, pour le deuxième principe, il va s'intéresser aux surfaces sur lesquelles on se déplace et sur lesquelles on va camper ou s'installer. Donc, on va préconiser d'utiliser des surfaces durables. Puis là, le deuxième principe, il va nous aider à faire la différence entre les surfaces, puis nous apprendre comment, en fait, avoir des modes de déplacement qui vont être adaptés selon les types de surfaces dans des écosystèmes X, Y, Z. On ne va pas dans le détail. Là. Le troisième, effectivement, il concerne les déchets. Alors, c'est la gestion adéquate des déchets, mais dans les déchets, pour nous, en plein air, il faut aussi considérer les excréments humains, les excréments canins. Ça fait partie aussi de ça et tout le potentiel que des choses deviennent des déchets ou des
des nuisances pour l'environnement qui, autrement, on ne les verrait pas comme ça. Et je pense, par exemple, à des petits détritus alimentaires ou des petits débris alimentaires qu'on échappe ou quand on fait notre vaisselle qui reste dans l'eau de vaisselle, bien, pour nous, ce sont des matières qu'on doit gérer, on doit les rapporter, on ne doit pas les laisser là. Donc, il y a toutes sortes d'idées préconçues que les gens ont, que les 7 principes aident à défaire, à déconstruire, en fait, pour les aider à comprendre que dans un milieu où ça n'appartient pas, bien, c'est un problème que ce soit là, il faut les rapporter. Bien, puis je vais juste faire une parenthèse parce que Oui. moi, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années. Mais pour moi, exemple, un cœur de pomme, si je prenais une randonnée, ben voyons, ça se décompose. Et un jour, j'ai appris que, ben oui, ça se décompose, mais pas là. Puis, c'est vraiment un réflexe que beaucoup de gens ont quand je vais marcher avec eux, quelque chose comme ça, puis ils font, ben oui, mais ça se décompose. Puis, maintenant, je leur dis, oui, mais non, on va tout ramener, tu sais. Oui, parce qu'en fait, il va se décomposer, mais il va se décomposer dans un environnement auquel il n'appartient pas. Donc, il va venir déranger l'équilibre de cet écosystème-là. Fait que c'est pour ça, quand on dit que dans les 7 principes centraux, il y a beaucoup de sciences, ben, c'est un élément important parce qu'il faut comprendre, en fait, la notion d'écosystème. Tu sais, on n'est pas dans un paysage dont on rentre puis on sort. Fait que ton exemple est très bon. Merci. Le 4e principe, il va concerner l'état des lieux. Alors, on va vraiment se préoccuper de garder intact l'état original des lieux et on va beaucoup s'intéresser à la question de la flore. Et là, on sait beaucoup, par exemple, qu'il y a un enjeu de déclin de la biodiversité qui va affecter la faune et la flore. Alors, on va essayer de faire en sorte d'avoir le moins d'impact négatif sur cette biodiversité-là. Et sur les éléments patrimoniaux, naturels aussi, du paysage. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est des dimensions qui sont souvent pas, comment je dirais, sous-estimées en fait de l'impact qu'on peut avoir. Et sur la question justement du respect de la biodiversité ou de la protection qu'on va accorder à la biodiversité, on va beaucoup travailler sur l'élimination du risque d'introduire des espèces exotiques envahissantes, qui sont un problème majeur au plan international et certainement au Québec et dans les milieux urbains, beaucoup aussi. Alors, là, on parle de toutes les espèces aquatiques et terrestres. Après, le 5e, bien, ils vont concerner les feux. Donc, puis là, on touche à quelque chose qui est tellement au cœur des gens, le feu de camp, et puis tout le plaisir de cuisiner, de se rassembler alentour du feu. Alors là, on vient toucher quelque chose qui est extrêmement sensible et là, il y a en fait les préoccupations écologiques qui sont liées au fait de faire un feu, puis de le faire de manière telle qu'on va recueillir trop de matière, par exemple ligneuse, puis qu'on va, pour brûler, tu sais, puis qu'on va, on va en fait, pas affaiblir, comme on dit ça, donc priver le milieu naturel de cette matière en décomposition. Il y a le piétinement parce qu'on va les ramasser du feu partout, des trop gros feux, donc beaucoup d'émissions. Mais c'est sûr que là, avec la préoccupation environnementale grandissante, les gens devraient être de plus en plus sensibles à l'impact négatif des feux parce que c'est une source d'émissions et de polluants atmosphériques pas possible. C'est vraiment important. Il y a un enjeu de santé et de... Bon, on comprend l'impact. Et avec la quantité de sécheresse que l'on vit un peu partout, ça devient encore plus important de faire attention. Ben oui, faire attention. Puis en plus, on est de plus en plus privé de la possibilité d'en faire parce qu'il y a de plus en plus d'interdictions de feu. Donc, on se retrouve avec une envie de faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire, puis on n'a pas développé de nouveaux rituels. Fait que les 7 principes centraux, c'est l'occasion de développer aussi des nouveaux rituels qui peuvent venir tranquillement, pas vite, remplacer des rituels qu'on doit peut-être abandonner ou en tout cas auxquels on doit avoir moins recours. Et pour les principes 6 et 7, ça concerne dans un cas le respect de la vie sauvage, dans le deuxième cas le respect des autres visiteurs, des propriétaires terriens, etc. Donc, c'est beaucoup tous les comportements qu'on va éviter pour déranger tout ce beau monde-là. Et la faune, elle ne peut pas se défendre
quelqu'un que tu déranges, il peut se défendre, mais pas la faune. Fait qu'il y a vraiment un effort énorme qui est accordé à comprendre ce qui peut déranger la faune, puis éviter que les gens adoptent des comportements qui, justement, auraient le potentiel de les déranger. Et ça, on sous-estime beaucoup comment on dérange la faune. On a toujours l'impression qu'on peut cohabiter. Oui, on peut cohabiter, mais il va falloir faire un plus gros effort. Ça, c'est comme quand on entend « Ah, il y avait des chevreuils chez nous. » Oui. Et moi, je réponds aux gens « Non, il y avait une maison où les chevreuils vivent. » Ah oui, un habitat. Oui, tu as raison. Tu as raison. Tu vois, hier, par exemple, je parcourais les réseaux sociaux et puis je suis tombée sur un avis qui vient du parc de la Mauricie. Et ça, chez moi, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Ça disait que tel sentier, je pense que c'était les sentiers 13 et 15, je crois, était fermé à cause d'un animal qui avait un comportement à risque. Et moi, j'ai pensé que ça va être un ours. Puis je me disais, c'est l'hiver, c'est quand même étrange. Bien qu'on sait que les ours, en fait, ils ne dorment pas, ils se réveillent pendant l'hiver. Oui. Mais là, il fait froid. C'était une martre. C'est une martre qui a causé la fermeture de 2 sentiers. Puis là, ils disent, arrêtez de nourrir les animaux. Fait que tu vois, la martre, ça a l'air un peu insignifiant, c'est une petite bête, mais c'est extrêmement vorace. Et ça se place dans les arbres et ça va attaquer effectivement les humains pour avoir de la nourriture. Donc, on voit qu'on a créé des situations où on se met à risque, mais aussi on crée la dépendance chez des animaux qui après ne peuvent plus vivre sans notre nourriture. Même en hiver, moi, j'en revenais juste pas là. Oui, puis tu sais, quand on comprend, parce que moi, je fréquente beaucoup les CEPAC maintenant. Oui. Et tu sais, quand ils nous avertissent, en tout cas certaines CEPAC, ils nous avertissent, faites attention aux ratons laveurs. Ah oui, oui. Les ratons laveurs, c'est excessivement intelligent. Oui. Ils ont appris à ouvrir les portes de voiture. Oui, c'est incroyable, hein? Ben oui, c'est fou, mais il faut vraiment. Tu sais, il y avait une émission, un film pour enfants quand mes enfants étaient petits, où tu sais, c'est des animaux de la forêt qui vont en ville puis qui se nourrissent dans des machines. Puis tu sais, il y avait des ratons laveurs, puis moi, dans ma tête, c'était fantaisiste, mais non, c'est vrai, ils sont comme ça, tu sais. Donc, l'importance de faire attention à mettre tes affaires dans ton couloir, mettre ton couloir dans ta voiture et barre ta voiture. Parce que ces animaux-là vont la manger, ta nourriture, puis ils vont justement un jour plus être capables de chasser par eux-mêmes. D'ailleurs, chez les ratons laveurs, ce qu'on observe, c'est une perte de compétences. C'est-à-dire que les mères, dans ce cas-là, quand ils ont accès à de la nourriture, ils n'enseignent plus à leurs rejetons comment chasser. Donc, ça, c'est vraiment, quand on est rendu à constater ça, on est rendu trop tard, en fait. Non, parce qu'ils leur apprennent à aller chercher la nourriture. Ils vont leur enseigner quelque chose quand même. Oui. Et plus à chasser, à aller chercher la nourriture chez les gens. Oui, tu as raison. Tu as raison. Fait que, tu sais, avec les 7 principes centrales, l'autre chose qu'on comprend, c'est l'impact cumulatif aussi. Parce que, tu sais, individuellement, ça a toujours l'air insignifiant. Tu sais, je ne jetterai pas mon cœur de pomme. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est le cumulatif qui est un problème et le croisement avec les grands enjeux environnementaux qui mettent beaucoup nos milieux naturels sous pression. Donc, tout ça combiné, on se dit, ben moi, si je peux faire ma part, ben, je vais la faire à chaque fois que je peux la faire. Après, si je ne peux pas parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir le faire ou je ne le savais pas ou c'est pas, la fin du monde n'est pas arrivée. Pas en tout. Fait qu'il y a beaucoup d'indulgence qu'il faut avoir par rapport à soi, mais il y a aussi une exigence qu'on doit avoir par rapport à soi et aux autres, d'apprendre, de comprendre le monde dans lequel on vit, puis d'être capable de justement viser cette cohabitation plus pacifique, puis qui va assurer la viabilité du vivant. Parce que là, c'est un peu en danger, là, quand même, il faut le dire. Oui, mais c'est ça. Puis, ce que je trouve important, c'est qu'on ne dit pas d'arrêter d'aller marcher dans le bois. Mais non. On ne dit pas d'arrêter de faire du camping. On ne dit pas d'arrêter de faire de la randonnée en forêt. Ce que ça dit, c'est qu'il y a des façons de le faire pour être en respect avec l'environnement, la faune, la flore et les gens qui habitent autour. T'sais. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, on a tout à gagner parce on veut léguer à nos enfants une nature qu'ils vont pouvoir encore fréquenter. On veut aussi en profiter maintenant parce qu'on sait qu'on a besoin de la fréquentation de la nature pour notre santé.
comment cette nature nous livre en fait des bienfaits donc, qui sont absolument essentiels à notre survie. Ce n'est pas comme un truc dont on peut se passer. Et c'est essentiel au maintien de la vie. Puis, si en fait, on n'y fait pas attention, ben, quand on parle des prochaines générations, on va leur léguer une nature peut-être où les accès vont être de plus en plus restreints. Parce qu'en fait, on sait, les milieux naturels, le rôle qu'ils jouent pour nous aider partout sur la planète à nous adapter au changement climatique, par exemple. Fait qu'on a besoin de conserver des milieux intègres. Fait que si, en fait, on voit qu'on les abîme trop, on va être obligé, pour respecter nos objectifs de protection des milieux naturels, de fermer l'accès. D'ailleurs, on le voit maintenant. C'est en train de se passer. Oui, ça se fait déjà. En Australie ou des endroits comme ça où ils interdisent l'accès à des plages puis pour aider les coraux à revenir parce qu'on est en train de mourir. Puis l'exemple, c'est la crème solaire où on se met de la crème solaire pour se protéger soi, puis on est en train de détruire les coraux. Oui. Mais oui, c'est commencé. Fait que ici, on en a eu beaucoup d'accès qui ont été fermés pour cette raison-là, mais aussi parce que les propriétaires qui avaient l'habitude de prêter ou de donner l'accès à leur terrain ne veulent plus le faire parce que les gens ont des comportements qui dégradent les milieux. Fait qu'on a eu beaucoup de pertes d'accès en escalade, en randonnée. Alors ça, c'est un autre problème, tu sais, parce que ce serait nécessairement accessible, mais juste parce que globalement, on ne se comporte pas de façon respectueuse, les propriétaires ferment les accès. Alors, tu sais, il y a quand même un enjeu là, pour notre santé, pour notre bien-être et pour la santé et le bien-être de la nature aussi. Fait que tu as raison, oui, c'est ça, on peut apprendre à faire mieux. Merci beaucoup, Danielle. Ton site de Ville en forêt donne vraiment beaucoup d'informations sur le sujet. On peut aller le lire, on peut aller commencer à juste lire au début, avoir l'aide-mémoire. Et puis, si on s'intéresse plus, suivre les formations et appliquer un peu, un à un. Pas obligé de toutes les appliquer du jour au lendemain, mais vraiment, être juste en être conscient, c'est déjà beaucoup. Donc, en appliquer un à un, puis mieux les comprendre, parce que ça, c'est quelque chose aussi, de bien les comprendre. Oui. Alors, je pense que la formation va aider les gens à bien les comprendre. Alors, merci beaucoup, Danielle. Je te souhaite beaucoup de gens qui s'intéressent au projet. Je nous souhaite beaucoup de gens qui s'intéressent au programme Sans Trace parce que je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire que ça existe parce que justement, je trouve que c'est facile à comprendre. Puis on peut choisir des petites choses puis dire, OK, je commence par ça, puis au fur et à mesure, ajouter des choses. Ah, c'est chouette. Je te remercie pour ce vœu-là. C'est un très beau vœu. Puis je pense qu'il on veut ensemble protéger la nature. On l'aime tellement, elle nous fait tellement de bien, elle est tellement formidable. C'est beau, c'est beau. Oui, alors merci beaucoup. Merci de faire le travail que tu fais également. Puis à tout le monde, bonne année. Bien, merci. Salut. Bye. Bye.